Donc, dans le livre que vous avez publié, là, le dernier qui s'en va éteindre la lumière, en fait, vous vous placez résolument dans une situation où, dans votre opinion, c'est qu'on est déjà dans l'extinction de l'humanité, hein, et votre constat est assez pessimiste, on peut dire. Donc, il y a peut-être deux choses. Il y a comment vous expliquer le fait qu'on soit dans cette situation, et puis après, on pourrait peut-être voir dans un deuxième temps pourquoi on est dans l'impuissance d'agir. Alors, vous évoquez la question vous avez développé un concept, là, le soliton, qui est la vague, les trois vagues qui se. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous dites par là? Et je crois qu'il y a quelque chose de splendide qui vient d'être dit, c'est les petits gestes, c'est pas le plus gros de ce qu'il reste à faire. Et ça, c'est très 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 bien vu, parce que ces personnes qui ont de bonne volonté, qui ont été interrogées dans la rue, elles répondent, voilà, je dirais en gros à ce qu'on a pu voir dans le film Demain, qui est sans doute familier de tout le monde. Mais vous vous souvenez sans doute, au début du film, avant que les petits gestes possibles ne soient présentés, il y a ces deux chercheurs américains à qui on pose la question où allons-nous ? Et qui, exactement dans les mêmes termes que moi dans le livre, disent si on ne change pas de cap, mais de manière massive et à tous les niveaux, on va vers l'extinction de l'humanité. Moi, j'aurais aimé à la fin du film qu'on nous dise ce qu'on a vu. Est-ce que c'est, comme dit ce jeune homme très très bien, est-ce que ça suffirait à résoudre le problème? Et là, malheureusement, pour tous ces petits gestes qu'il faut faire, et que moi j'encourage évidemment tout le monde à les faire, pour que ça fasse un véritable changement, je ne sais pas, si tout le monde passe de la voiture au vélo dans un environnement urbain, combien d'années faudra-t-il pour que ça fasse une différence significative? Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. J'ai effectivement utilisé ce mot soliton que vous avez mentionné. J'ai repris cette notion à la physique. On m'a dit que d'un point de vue physique, il n'aurait pas fallu exactement le présenter comme je l'ai fait, mais c'est l'image de la vague scélérate. Qu'est-ce que c'est qu'une vague scélérate? C'est une vague qui vient de quelque part et qui tout à coup a une hauteur et une puissance du coup inattendue. J'ai eu l'occasion de voir ça en faisant de la voile une fois. Et qu'est-ce que c'est? C'est simplement que par le hasard des rencontres de différentes ondes à la surface de la mer, il peut y avoir accumulation. Un certain nombre de vagues peuvent s'additionner et tout à coup on a un mur d'eau devant soi dans une mer qui pourrait être relativement calme par ailleurs. Alors quels sont ces éléments? Et quand j'ai utilisé cette image, c'était essentiellement pour souligner que le soliton, c'est indécomposable. Quand on va arriver à la vague, on ne peut pas dire il y en a une qui venait de tel endroit ou de tel autre, etc. C'est indécomposable. C'est un problème qu'il faut traiter en tant que tel, parce que les éléments sont liés de manière absolument inextricable. Quels sont les trois éléments que j'avais voulu mentionner? J'avais voulu mentionner la dégradation de l'environnement et le fait, et ça mon voisin en parlera mieux que moi, sur le fait que notre économie, la manière dont elle est conçue, ne tient absolument pas compte du caractère dégradable, de la dégradation possible de l'environnement, du caractère durable ou renouvelable, etc., pour des raisons diverses en fait. C'est un élément, la dégradation, qui est en train d'avoir lieu avec un emballement de la température à la surface du globe en particulier, mais aussi la destruction des ressources naturelles. Un autre élément qui est notre système financier et économique, dont on aurait pu espérer qu'après la crise de 2008, on aurait voulu le modifier de manière dramatique, de manière drastique. Et or, ça n'a pas été fait. Il y a des mesurettes qui ont été prises. Et avec M. Trump aux États-Unis, on risque encore de détricoter le peu qui a été fait. Et troisième élément, et qui n'est pas le moindre, la complexité qui gagne. Et cette complexité présente plusieurs aspects. Les deux aspects principaux sont les suivants. C'est que nous sommes de plus en plus nombreux. Et dans un monde où nous sommes de plus en plus nombreux, il y a de plus en plus d'interactions. Et il devient de plus en plus difficile de prendre une mesure et d'être sûr qu'on va obtenir le résultat qu'on veut. Pourquoi? Parce que les interactions sont multiples. Et par ailleurs, et ça c'est le génie de qui nous sommes, nous avons inventé une machine tout à fait particulière, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, une machine qui est en train non seulement de nous dépasser en termes de compréhension,
nous lui assignons de plus en plus de responsabilités de prendre les décisions à notre place, et elle va nous remplacer entièrement dans le travail à l'échéance de 30 ou 40 ans. Il n'y aura plus de choses que la machine ne fera pas mieux et plus vite que nous. Cette machine, bien entendu, c'est l'ordinateur sous ses différentes formes, et aussi ces algorithmes qui prennent des décisions à notre place, pas seulement sur les marchés boursiers, mais pour toutes les grandes décisions où, à la limite, on demande, comme cette entreprise japonaise, on nomme au conseil d'administration de la firme une base de données intelligente pour prendre les décisions, ou en tout cas participer à la prise de décision. Alors, est-ce que finalement, cette machine dont vous parlez, enfin, cette généralisation, n'accentue pas la logique de chiffres? Parce que vous écrivez dans votre livre, une logique de chiffres, une logique de pur profit est impuissante à sauver l'extinction. Est-ce que finalement, tous ces outils d'intelligence, on va dire, artificielle ou de calcul, ne font pas encore qu'accentuer le fait qu'on est gouverné par les chiffres? Oui, effectivement, il y a des gens qui ont réfléchi à ça spécifiquement, comme en particulier mon ami Alain Suppiot, dans son livre « La gouvernance par les nombres », le fait qu'on essaie de remplacer des problèmes d'ordre qualitatif, des changements qui sont des changements de qualité. Nous avons pris la mauvaise habitude de tout transformer en termes de chiffres et de remplacer des problèmes de valeur en problèmes de prix. Malheureusement, là, ça ne date pas d'hier, ça s'est passé au Moyen-Âge. C'est un certain Albert le Grand qui a, dans une fausse traduction, qui était délibérément fausse, d'Aristote, a dit que derrière un prix se cache une valeur, ce qui introduit malheureusement dans notre culture l'idée que toute valeur peut se transformer en prix et qu'on peut à la limite dire quelle est la valeur de la parole donnée, et quelqu'un dise, eh bien, c'est le prix des dommages et intérêts qu'il faudrait payer si on se dédie de sa parole, c'est-à-dire de faire disparaître l'identification d'une personne à sa parole donnée. C'est en train de disparaître, se remplacer par du calcul. C'est là aussi une très très mauvaise voie pour essayer de résoudre nos problèmes, parce que nos problèmes sont des problèmes de qualité. Ce sont des qualités, et de croire qu'on peut par exemple lutter contre la pollution en échangeant des produits dérivés qui sont des swaps sur la pollution, c'est un mirage, mais c'est un mirage qui nous fait perdre du temps et qui ne nous fait pas encore d'argent qui pourrait être consacré à autre chose. Alors, vous dites, pourquoi on ne réagit pas, en fait, puisque les questions qu'on se pose, c'est celle-là. En fait, vous avez il y a deux réponses. Il y a une réponse, c'est le système économique, son mode de fonctionnement, le gouvernement par les nombres, tout ce qu'on vient d'évoquer. Puis aussi, un constat quand même sur l'espèce humaine. Vous avez une vision assez pessimiste de l'être humain. C'est-à-dire que, par ailleurs, j'ai acquis une formation de psychanalyste, et je dis souvent en boutade, mais c'est vrai, que les discussions politiques les plus intéressantes que j'ai, c'est dans des réunions de psychanalyse, parce qu'il y a là une chose qu'on ne met pas entre parenthèses. Ce n'est peut-être pas la notion de nature humaine qu'il faut invoquer, mais c'est la manière dont nous, en tant qu'individus, en tant que personnes, nous pouvons réagir aux situations qu'il y a devant nous. Et là, il y a plusieurs inconvénients de la manière dont nous sommes conçus. Le premier, c'est que nous sommes distraits dans les tâches que nous donnons par deux soucis principaux. C'est la survie de nous-mêmes en tant qu'individus et la survie de l'espèce sous forme de notre reproduction, qui souvent nous fait faire des choses qui nous font dévier, pour ne pas dire les choses autrement, nous font dévier de la manière dont nous allons vers notre but. Par ailleurs, nous avons une très très grande difficulté à nous représenter des dangers qui n'ont pas déjà été courus. L'extinction de l'espèce, c'est quelque chose pour lequel nous ne pouvons pas avoir véritablement peur, parce que nous ne pouvons même pas nous représenter exactement ce que c'est. C'est dans plusieurs générations. Comment ça aura lieu exactement, nous ne le savons pas non plus. Et dernier élément de la manière dont nous sommes conçus, ce que nous appelons notre intention, notre volonté, des choses de cet ordre-là, eh bien, les psychologues ont pu nous montrer que ce sont des illusions. Ça ne se passe pas exactement comme ça. Notre corps prend en général une décision longtemps avant que l'intention que nous formulons apparaisse à notre conscience. Je ne dis pas aller conduire la voiture au garage dans 3 semaines. Ça, c'est des choses que nous pouvons écrire quelque part et comme un souci et aller vers cela, mais dans la vie immédiate,
on s'aperçoit que le corps prend la décision jusqu'à 10 secondes avant que nous ayons l'intention de poser le geste. Et ça, évidemment, c'est un handicap aussi. Il faudrait intégrer cet élément-là dans notre représentation de nous-mêmes pour nous laisser moins leurrer par les histoires que nous racontons après coup, le storytelling, la manière dont nous racontons. Et alors, tu sais bien, j'ai pris cette décision parce que ceci comme ça. Ça ne se passe pas de cette manière-là à l'intérieur de nous. Vous dites aussi que, en fait, en lisant votre livre, on comprend qu'on n'a aucun secours à attendre, que finalement, donc, les hommes ne se rendent pas compte de l'extinction parce que c'est à un horizon qu'ils n'arrivent pas à se figurer. Vous écrivez, si on vivait 1000 ans, peut-être qu'on se comporterait autrement par rapport aux défis du réchauffement climatique, etc. Et que de toute façon, on n'a rien à attendre de la nature, parce que la nature, finalement, si on s'éteint, elle repartira autrement. Elle écrira une autre histoire à partir de zéro. Mais il y a une chose qu'on appelle l'anthropocène. C'est une notion très intéressante, c'est-à-dire que par rapport à la succession des ères, des périodes géologiques, nous nous rendons compte que nous sommes entrés dans une période où l'élément déterminant de l'évolution géologique du monde, c'est notre action à nous sur ce monde. Mais il y a une autre manière de voir cela, et ça, je dirais le voir en termes du biologiste, c'est le fait que chaque espèce doit manifester d'une certaine manière un certain respect pour son environnement pour pouvoir continuer à vivre dans cet environnement. Malheureusement, les espèces biologiques qu'on appelle colonisatrices sont des espèces dont la stratégie est en général simplement d'épuiser leur environnement et d'en chercher un autre par la suite. Il y a des discussions, on s'explique mal ce comportement des petits rongeurs qu'on appelle des lemmings. En fait, les biologistes qui ont un peu étudié cela se rendent compte qu'il s'agit simplement de populations de petits rongeurs. En fait, les lemmings, ce sont des campagnols, et qui, au moment où ils ont épuisé leur environnement, se déplacent en masse à la recherche d'un autre environnement. Et en général, comme ils sont cantonnés à l'intérieur d'une vallée, ils vont essayer de dépasser un pic ou de passer par un col ou de traverser une rivière pour trouver en face un espace qui est à leur disposition. Malheureusement, nous faisons partie de ces espèces colonisatrices et nous n'avons malheureusement pas d'autres vallées à notre portée, si ce n'est des exoplanètes dans un autre système solaire, etc. Et si on regarde un petit peu cette réflexion qu'on appelle post-humaniste ou transhumaniste, ce dont on s'aperçoit que c'est d'une certaine manière, c'est une façon indirecte de décrire notre comportement dans cette situation d'environnement épuisé autour de nous et où nous essayons de développer des moyens d'aller trouver d'autres mondes ailleurs que nous pourrons coloniser. Malheureusement, des mondes que nous pourrons coloniser, nous le savons déjà pour notre propre système stellaire, pour le système solaire, nous savons qu'il n'y a pas de planète qui soit vraiment accueillante à nous à part la nôtre, que nous sommes en train d'abîmer de manière irréversible. Et il faudrait donc aller très 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 loin. Je regardais quelques chiffres par rapport à l'état actuel de notre technique. Si nous employons des fusées qui sont des techniques que nous avons éprouvées, que nous savons utiliser, il faut pour rejoindre l'étoile la plus proche 81 000 ans. Alors, rendre l'homme éternel, c'est le bon moyen de permettre une colonisation très loin, mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt, et en urgence, s'occuper de maintenir notre planète en état de marche? C'est plus économique et nous avons les moyens de le faire. C'est seulement du côté du politique que ça accroche, parce que nous avons un système économique qui est un système de type colonisateur, c'est-à-dire qui épuise la planète autour de lui, qui ne tient pas compte du fait qu'il y a des coûts extraordinaires et que nous sommes en train d'atteindre notre capacité de charge et de détruire l'environnement autour de nous de manière irréversible. Vous dites à un moment qu'il y a 4 options qui se présentent en fait dans la situation où on est aujourd'hui. Il y en a une, c'est considérer que l'hypothèse de l'extinction est un mirage et on l'ignore. Deuxièmement, considérer que c'est vrai mais on s'en fout. Troisièmement, considérer qu'elle est vraie et qu'il y a quelque chose à faire. Et quatrièmement, considérer qu'elle est vraie mais qu'il n'y a plus rien à faire, sinon le deuil de notre espèce humaine. Donc je vous pose la question à vous, quelle option vous retenez ? Moi, si je devais faire un pari, évidemment ça n'a pas beaucoup de sens de faire un pari dont le résultat sera plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années ou même plusieurs siècles après que vous ayez disparu. Mon sentiment, c'est qu'il y a ce contraste entre notre incapacité totale
de changer de cap à l'intérieur de nos comportements. Et notre génie de développement technologique, j'ai le sentiment que ce qui va se passer, c'est que nous allons aller vers la destruction totale de la Terre comme un milieu qui puisse nous accueillir, mais que nous allons faire des tentatives qui ne seront peut-être pas, qui seront peut-être couronnées de succès, d'aller effectivement coloniser d'autres mondes ailleurs. Il y aurait là à la fois, je dirais, un échec lamentable et en même temps, je dirais, quelque chose d'extraordinaire. On peut faire comme M. Martin Rees, qui est l'astronome royal, qui est un titre décerné à un astronome de très grande qualité en Grande-Bretagne, et qui nous dit avoir accès à de l'oxygène dans une atmosphère qui n'est pas polluée de notre point de vue toutes les 10 à 15 secondes, pouvoir boire de l'eau qui ne soit pas polluée de notre point de vue toutes les quelques heures, manger des aliments qui sont extrêmement spécifiques, c'est finalement des conditions dont on ne pouvait pas espérer qu'elles pourraient durer éternellement, et que donc le remplacement de l'espèce humaine par des descendants à eux qui seront des robots, des machines, etc., c'était un petit peu un destin inéluctable. Alors, c'est un scénario à la fois absolument tragique, mais en même temps avec une espèce, je dirais, de réconciliation avec le fait que peut-être notre descendance, c'est cette extraordinaire technologie dont nous n'avons pas la preuve que nulle part ailleurs dans l'univers, et nous cherchons quand même depuis quelques années à avoir des signaux quelque part, nous n'avons pas la preuve que ce génie ait déjà existé ailleurs, mais face à cela, il y a notre incapacité, notre imbécilité, on pourrait dire, à trouver des solutions pour maintenir la planète en état pour nous-mêmes. Merci. Bon, voilà, je suppose que ça générera pas mal de questions tout à l'heure, cette vision des choses. Je me tourne vers Antonin Potier. Donc vous, dans votre ouvrage, en fait, vous allez plus dans l'analyse du fonctionnement et de l'influence de la pensée économique, on va dire néoclassique, capitaliste, libérale. Et donc, que cette pensée, ce mode de pensée, a une influence très importante sur les décisions politiques, et ça agit à deux niveaux. Ça agit premièrement à un niveau qui est de minimiser le diagnostic de la situation réelle, et un deuxième niveau où ça nous oriente vers des modes de solution, entre guillemets, qui finalement n'en sont pas. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'opère ? Voilà, donc j'ai essayé dans mon livre d'expliquer comment est-ce que les économistes réchauffaient la planète, donc c'est un titre un peu provocateur, mais d'essayer d'expliquer comment dans la prise de décision, l'économie pouvait influencer les décisions qui ont été prises, notamment au niveau du changement climatique, et donc qui influence selon moi le processus à deux niveaux. Donc au niveau du diagnostic, au départ les économistes ont un petit peu minimisé, même gravement minimisé en fait l'ampleur du phénomène. Donc comment est-ce que ça s'est opéré ? Ça s'est opéré par une représentation en fait du changement climatique comme entraînant des pertes de production, des diminutions du produit intérieur brut. Donc quand vous commencez à présenter le problème de cette manière-là, en vous disant le changement climatique, qu'est-ce que ça va causer sur la croissance dans un siècle ou dans 50 ans, vous vous mettez dans un mode de pensée où vous allez voir si les choses que vous allez faire aujourd'hui, donc les transformations du système par exemple énergétique pour produire de l'électricité sans émettre de gaz à effet de serre, est-ce que ça c'est rentable par rapport aux dommages que vous allez éviter en ayant donc un petit taux de croissance supplémentaire dans 50 ou 100 ans. Et en fait, ce qu'ont montré les économistes, c'est qu'ils ont essayé de montrer, c'est en découpant le produit intérieur brut par différents secteurs, de voir qu'en fait l'effet du changement climatique, selon eux, était extrêmement faible sur l'économie. C'est-à-dire qu'on a au plus 1% de perte de produit intérieur brut pour un réchauffement de 2 degrés. Donc ça donne une image du changement climatique comme étant quelque chose d'inoffensif. Vous vous rendez bien compte que si on a 1% pour 2 degrés, ou 1% dans 100 ans, ça correspond à rien. Je vous rappelle que la Grèce a perdu 20% de PIB en 10 ans, entre 2007 et 2010. Donc là, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de l'insignifiant. Et donc c'est cette représentation-là du changement climatique par les économistes, cette manière de présenter ça, qui a entraîné une minimisation de la gravité du réchauffement climatique. Et en fait, ce qu'il y a derrière ça, ce qu'il y a derrière cette représentation, c'est l'idée que l'économie pourrait être indépendante des systèmes naturels. En fait, ce qu'on oublie là-dedans, c'est que c'est l'insertion qu'il y a de notre système économique qui paraît être indépendant des conditions extérieures, qui paraît être indépendant
du temps qu'il fait, qui paraissent indépendants, des écosystèmes sur lesquels on tire des ressources, mais qui en fait ne le sont pas. Et c'est pour ça que le changement climatique a une gravité plus importante que ce que montrent juste ces calculs. Il y a aussi un choix qui est celui, bien sûr, du produit intérieur brut, comme choix de mesurer l'effet du réchauffement. Si vous prenez d'autres types de mesures, par exemple, quels sont les écosystèmes qui vont disparaître, quels vont être les climats qui n'auront plus d'analogue, donc avec des espèces qui n'auront plus d'analogue, on arrive par exemple à 40% dans des scénarios aujourd'hui, donc si on continue à mettre des gaz à effet de serre comme maintenant, il y aurait 40% des climats existants qui n'auront pas d'analogue en 2100. Donc ça veut dire qu'il y a 40% des terres là dont on ne pourra pas les déplacer ailleurs et savoir ce qu'il y a. Il y aura 20% de nouveaux climats, donc de choses dont on n'a pas d'expérience. Donc là, vous avez une ampleur de bouleversement qui est beaucoup plus forte que si vous vous dites c'est 1% de croissance en moins dans 100 ans. Déjà 1% de croissance sur un an, on ne sait pas forcément trop ce que ça représente, mais alors 1% dans 100 ans, ça ne représente rien du tout. Donc ça, c'est au niveau du diagnostic. Ouais. Et après, il y a au niveau de la solution. Vous voulez peut-être poser une question. Oui, non, je voulais dire que pour illustrer le propos, là, dans votre livre, vous citez une blague que je trouve qui est extrêmement profonde de sens, pour montrer que la science économique, ce qu'on appelle la science économique, n'est pas du tout une science, en fait, et c'est elle qui nous gouverne et qui nous amène. C'est les trois naufragés sur l'île déserte. Il y a un chimiste, un physicien et un économiste, et ils ont pour seulement récupérer du naufrage une caisse de boîtes de conserve. Alors ils s'interrogent sur comment ils vont faire pour ouvrir ces boîtes de conserve pour pouvoir se nourrir. Alors le physicien dit on va jeter les boîtes de conserve du haut de la falaise, en tombant par terre elles vont s'exploser et on pourra manger ce qu'il y a à l'intérieur. Le chimiste dit moi je propose qu'on les mette dans l'eau de mer. Donc la corrosion va attaquer le métal et au bout d'un moment, on pourra ouvrir la boîte et manger ce qu'il y a dedans. Et l'économiste dit non, moi je pense que la solution c'est imaginons qu'on a un ouvre-boîte. Alors vous, Paul Jorion, vous avez des passages importants sur cette escroquerie, je veux dire, intellectuelle de la pensée économique qui nous gouverne. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion à faire sur le tournant qui a eu lieu à la fin du 19e siècle, autour des années 1870. C'est assez extraordinaire que sur un espace de temps extrêmement petit, sur quelques années, en Angleterre, Stanley Jevons, Karl Menger en Allemagne et Léon Walras à la fois en Suisse et en France sont venus avec un changement de cap dans la réflexion sur l'économie. Et il y avait deux motivations essentielles. La première, c'était de scientificiser, si vous voulez, l'économie en utilisant des méthodes de physique, en particulier la méthode qui avait permis de décrire le mouvement des planètes, mais aussi de répondre à une attente des milieux financiers qui étaient extrêmement soucieux que la réflexion économique soit moins hostile à leur égard. Et on pourrait imaginer que c'était M. Karl Marx qui avait provoqué cette irritation, mais même pas. C'était son professeur, si vous voulez, c'est la personne qu'il commente essentiellement dans Le Capital, c'est David Ricardo. Et David Ricardo n'était pas un ennemi des milieux financiers, il était lui-même spéculateur et agent de change, mais il avait introduit cette notion qui était vue avec énormément d'hostilité dans le milieu financier, l'idée qu'il n'y a que le travail qui produit de la valeur et que toute personne qui obtient de l'argent d'une manière qui n'est pas liée à un travail est une personne en fait qui spolie, qui exploite le reste du monde. Et paradoxalement, c'est donc un agent de change qui a proposé cette théorie. Et donc, les milieux financiers, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire les années 1810-1820, vont essayer d'encourager un autre type de réflexion. Et quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, c'est extraordinaire, c'est qu'effectivement, à partir de ces années 1870, il y a une disparition entière dans les livres d'économie de toute réflexion sur la propriété privée, de toute réflexion sur un rapport qui existerait entre des classes qui seraient en rivalité ou même en opposition, et on a un autre type de réflexion. Jusque-là, toute la pensée économique était était fondée sur la description de rapports entre des groupes d'agents économiques,
Et la première distinction qui est faite, c'est au XVIIIe siècle par François Quesnay, qui parle des classes laborieuses et des classes oisives. Mais après, cette réflexion en termes de classe, on la trouve chez Ricardo, on la trouve déjà chez Adam Smith, on la trouve bien entendu chez Karl Marx. Et tout cela est remplacé par une seule catégorie, le consommateur. Et le consommateur, il est indifférent de savoir si c'est un mendiant qui mendie au bord de la route ou au coin de la rue, ou si c'est un directeur d'entreprise, ils sont consommateurs exactement au même titre. Et il y a élimination de toute réflexion sur les rapports entre classes de la manière suivante. D'où vient cette idée de classe sociale ? Eh bien, dans la nouvelle représentation, c'est le produit du ressentiment. C'est le produit du ressentiment de certaines personnes qui ne comprennent pas qu'il y a une division sociale du travail au sein des sociétés, que chacun ne va pas faire exactement la même activité, et qu'il y aura récompense du talent et de la prise de risque. Voilà. Et que la personne qui ne comprend pas cela, c'est une personne qui va devenir revendicatrice, qui aura du ressentiment et qui imaginera qu'il y a des rapports de rivalité ou même d'antagonisme entre des classes sociales. Et donc, cette réflexion-là disparaît entièrement. Disparition de toute réflexion sur la propriété privée, disparition de toute réflexion sur les rapports éventuellement antagonistes entre les groupes, élimination totale de toute idée que la spéculation pourrait être une activité particulière, et le résultat, ça nous donne en 2009 la quasi-totalité des économistes incapables de voir, non seulement d'avoir vu venir une crise qui est une crise majeure, mais aussi de proposer la moindre solution sur ce qu'il faudrait faire. Ok, merci. Antonin Potier, donc le diagnostic minimisé parce qu'en fait on ne comptabilise que ce qui est comptabilisable en termes monétaires, on n'attribue pas de prix aux écosystèmes, à la biodiversité, etc. Et donc du côté de la décision, donc finalement vous me disiez en préparant cet entretien, finalement pour les politiques c'est pratique parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont des leviers d'action quantifiables, etc. Donc la science économique, entre guillemets, leur fournit des outils. On a vu par exemple sur le prix du carbone, et pourtant ça a été un échec total. Alors sur les solutions, hein, je suis d'accord avec ce que disait Paul Jorion, c'est-à-dire que les économistes sont incapables de proposer des solutions, mais ils en proposent quand même, et qui sont des solutions théoriques, c'est-à-dire que c'est des solutions qui ensuite sont incapables de fonctionner. C'est l'exemple de l'ouvre-boîte dans ce que vous avez dans la blague donc, qui ouvre le livre, à savoir, eh bien, effectivement, on propose une solution, si on avait un ouvre-boîte, on sait ouvrir la boîte, mais on n'a pas d'ouvre-boîte. Et donc pour le cas du marché du carbone, qui s'est mis en place à l'échelle internationale, on a dit on va répartir les droits d'émission entre les pays vont échanger ces droits d'émission, et comme ça on va réduire à moindre coût les émissions de gaz à effet de serre. Et en fait on ne s'est jamais mis d'accord sur la répartition initiale. Donc là c'est vraiment l'ouvre-boîte, c'est-à-dire la chose qui nous permettrait de faire les choses de manière efficace, à moindre coût, et qui en fait n'a jamais été trouvée, qui a bloqué les négociations pendant 20 ans, 30 ans, pendant 20 ans à l'échelle internationale, la négociation dont la COP21 a été un tournant et a été bâtie sur une autre logique qui n'est pas une logique des économistes. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'y a pas du tout une application directe par les politiques de ce que leur disent les économistes. Quelquefois on entend ça en disant finalement les politiques ne seraient que les perroquets de ce que racontent les économistes, et je ne crois pas du tout. Je crois qu'il faut comprendre les convergences entre les deux discours, entre le discours des économistes et le discours des politiques, et comprendre qu'est-ce qui fait que les politiques peuvent trouver un intérêt à reprendre ce discours des économistes. Et à mon avis, il y a deux points qui sont importants. C'est d'abord une convergence qu'on pourrait dire idéologique, et là qui est liée au changement qu'il y a eu dans les mentalités des dirigeants au tournant des années 80, avec ce qu'on appelait le néolibéralisme, qui est fondé donc, sur une vision individualiste du monde, des individus en compétition qui sont regroupés grâce à des marchés, et qui comme ça permet de générer de la valeur. Donc cette vision-là du monde est aussi celle des économistes qui, par leur méthode, appliquent cette grille d'analyse au monde. Alors ils ne sont pas forcément d'accord avec toutes les conclusions politiques, mais si vous voulez, il y a une congruence, il y a une ressemblance entre les deux visions qui permettent une transposition assez facile de ce que racontent les économistes à ce que racontent les hommes politiques. Donc derrière ça, il y a une vision du monde commune, si vous voulez, une vision du monde commune qu'on peut appeler néolibérale. Mais il y a aussi un autre élément qui est important, c'est la manière dont les économistes effectivement fournissent des outils aux hommes politiques.
ou donne l'impression de fournir des outils. Quand vous dites je vais réformer une société simplement en mettant un prix, en mettant des taxes, ça a quelque chose de magique pour un homme politique. Il est à la tête, c'est comme s'il était le pilote de la société, et il suffit qu'il règle les taxes, il suffit qu'il règle le système des prix pour orienter les comportements des gens. Sans que les gens ne changent rien, vous dites je vais taxer un peu plus ça, et ils vont faire ce que je veux. Je vais taxer un peu plus le CO2, et magiquement, le problème du changement climatique va disparaître. Donc, ça, c'est la vision du monde qui est proposée par les économistes. Donc forcément, les hommes politiques, ils sont plutôt d'accord. Ça les met en position de force, ça les met en position d'être, eux, la personne d'être le pilote. En fait, si on veut enclencher un processus de transformation sociale, c'est bien plus compliqué que ça. Il faut que tout le monde soit partie prenante de ce changement. Et là, à ce moment-là, l'homme politique, si vous voulez, perd sa position de surplomb. Et donc pour lui, c'est plus difficile à mettre en œuvre. Et c'est aussi moins valorisant pour lui de prendre une théorie qui va lui dire qu'il va être qu'un élément d'un système plus vaste de transformation, et non pas le pilote qui va entraîner la société vers la voie qu'il aura choisie. Paul Jorion, vous citez plusieurs reprises dans votre livre Keynes, à qui vous citez des déclarations de l'économiste Keynes qui remontent aux années 40 et qui en fait s'appliqueraient parfaitement comme solution à notre époque. Oui, Keynes a eu une chance extraordinaire, c'est qu'il n'avait pas de formation d'économiste. C'est une anecdote, enfin un incident qui explique pourquoi il est devenu économiste. Le Marshall, Alfred Marshall, qui est un des premiers grands économistes de type classique, du type de ceux dont j'ai cité les noms tout à l'heure, avait proposé au père de Keynes, Neville Keynes, de devenir son assistant en économie, à l'époque où il n'y avait pas encore de faculté à proprement parler d'économie dans les universités, juste certains cours isolés. Et M. Neville Keynes, qui était quelqu'un de, je dirais, d'assez velléitaire, d'assez pusillanime, a préféré faire une carrière dans l'administration de l'université. Et une génération plus tard, quand un jeune mathématicien avec une très bonne formation de philosophe, qui était le fils de Neville Keynes, John Maynard Keynes, a raté dans l'obtention d'une fellowship, d'une bourse d'études, Alfred Marshall a recommencé son coup et il a proposé de devenir assistant à John Maynard Keynes, qui n'avait pas de formation spécifique d'économiste. Un biographe récent a découvert qu'il avait eu 2 trimestres, il avait eu 8 semaines en tout d'enseignement de l'économie. Mais il est venu d'une position bien particulière, c'est-à-dire qu'il était mathématicien. Et sa thèse était sur la théorie des probabilités, et la conclusion de sa thèse, c'était que, sauf dans quelques cas absolument marginaux, nous ne pouvons rien dire sur l'avenir. Il y a quelques cas, comme quand on jette des dés, on peut dire qu'il y a une chance sur 6 d'avoir une face qui va apparaître, mais sa conclusion était qu'on ne peut pratiquement rien dire sur l'avenir tel qu'il sera. Et il s'est retrouvé jeune professeur d'économie au moment où justement il y avait ce tournant qui avait lieu une génération avant, 30 ans plus tôt, où on avait dit on peut faire de l'économie comme de l'astronomie. Et qu'en particulier, il y avait ce qu'on appelle maintenant la théorie des anticipations rationnelles, qui est fondée sur une représentation de la physique qui date du XVIIIe siècle, XIXe siècle, celle de Laplace, qui nous disait qu'une connaissance parfaite du présent nous permettait d'avoir une connaissance parfaite de l'avenir. Et c'est ce que la théorie des anticipations rationnelles, qui est encore admise par les économistes mainstream, comme on dit, voilà, ceux qu'on trouve dans les universités, c'était le contraire. Alors donc ce monsieur qui devient économiste par accident, il entre dans ce domaine avec la conviction que le fondement même de la réflexion économique est faux, qu'on ne peut pas le faire. Et du coup, il va improviser. Il ne lira finalement que très peu. J'ai écrit une sorte de biographie intellectuelle de Keynes. Il s'intéressera finalement très très peu à la pensée des autres économistes. Il les cite très très peu. Il est allé voir quelquefois ceux qui considéraient comme ses prédécesseurs sur une idée particulière. Et encore, souvent, ce ne sont pas les économistes. Par exemple, Malthus avait proposé une théorie où la demande est plus importante que l'offre et des choses comme ça. Donc il va citer Malthus, mais il cite très très peu les autres économistes. Et donc ça lui offre, comme un Antonin Petier, ça lui offre la possibilité de voir l'économie, et comme d'une certaine manière moi-même, avec les yeux de gens qui n'ont pas de formation en économie, et de voir, je dirais, les erreurs assez flagrantes qui sont faites dans ce domaine-là. Et du coup, il sera un économiste tout à fait atypique. Et quelquefois, il confiera à des étudiants dans des séminaires de rédiger des brouillons de certains chapitres de ses livres. Et là, on se rapproche de l'économie de type classique.
Mais sinon, il sera absolument un iconoclaste. Et je voudrais dire juste une chose sur la manière dont son regard est très très différente. Quand il propose en 1936 de faire du plein emploi le centre même de l'action politique, il souligne bien que ce n'est pas une solution de type économique. Comment est-ce qu'il justifie son raisonnement? Il dit la chose suivante. Il dit, dans nos sociétés, les politiques courent après un mirage qui serait d'obtenir l'assentiment parfait, le consensus idéal de toute la société sur ce qu'ils font. Il dit ça, ce n'est pas possible dans un monde comme le nôtre avec trop de tempéraments trop différents. Mais la chose qui est possible, dit-il, c'est en fait l'inverse, c'est de faire que le ressentiment à l'intérieur d'une population soit minimum. Et ça, dit-il, c'est une chose que l'on peut faire. Mais là, dit-il, il insiste là-dessus, ce ne sont pas des solutions économiques qu'il faudra chercher, ce sont des solutions politiques. C'est quelque chose qui permet, à proprement parler, de revenir au sens étymologique de politique, c'est-à-dire la police, l'État, les institutions telles qu'elles sont. Et là, dit-il, pour minimiser le ressentiment dans une population, il ne faut pas chercher le résultat dans une équation qui pourrait vous prouver que peut-être 30% de chômeurs à l'intérieur d'une population, comme les calculs qui ont été mentionnés tout à l'heure, seraient peut-être idéal du point de vue de l'économie. Non, il faut prendre la solution qui minimise le ressentiment à l'intérieur des institutions, à l'intérieur de la manière dont nos sociétés sont organisées. Et là, c'est une leçon sur laquelle il faudra absolument revenir. Si on voit l'émergence maintenant de ce qu'on appelle des partis populistes un peu partout, c'est parce que nos politiques, malheureusement, ont complètement oublié cette idée de minimiser le ressentiment dans la population. Quand on impose l'austérité, c'est le contraire, bien entendu, de ce qu'il faut faire. Quand on suggère qu'il faudra aligner tous les salaires en raison de compétitivité sur ceux du Bangladesh parce qu'ils sont les plus bas au monde, ça, c'est à l'inverse de ce que Keynes proposait. Donc c'est sur des choses comme ça qu'il faut revenir à Keynes. En fait, c'est simplement du bon sens. Et comme je le dis, essentiellement le fait qu'il n'avait pas une formation d'économiste et qu'il a pu aborder les problèmes d'économie à partir de ses connaissances de mathématicien, mais peut-être encore surtout de la très grande familiarité qu'il avait acquise avec la philosophie et avec la science politique, je dirais, au sens le plus large. Ok, merci beaucoup. Bon, je vais me tourner maintenant vers Marie-Véronique Auduchon, donc porte-parole de l'UMO. Donc vous n'êtes pas dans l'économie, l'analyse de l'économie, mais vous êtes dans des solutions sur le terrain. Donc vous pouvez nous expliquer que fait l'UMO concrètement. Donc j'ai dit rapidement accompagner des projets d'énergie renouvelable sur tout le territoire français. Bonjour. Donc l'UMO, c'est une plateforme de financement participatif dédiée aux projets d'énergie renouvelable qui permet à tout à chacun, vous, moi, citoyens, mais aussi aux entreprises et aux associations qui le souhaitent, de placer une partie de leur épargne, de financer la construction de projets d'énergie renouvelable, des projets solaires, des projets éoliens, des projets hydroélectriques et je l'espère bientôt, pas très loin d'ici, des projets de méthanisation. Donc il s'agit vraiment, c'est un placement. Vous prêtez l'argent aux porteurs de projets qui construisent leurs centrales d'électricité renouvelable, qui vendent ensuite l'électricité pendant 15, 20, 30 ans et qui rémunèrent cette épargne. Est-ce que je peux expliquer pourquoi on a créé l'UMO et pourquoi c'est, de notre point de vue, utile de placer une partie de son épargne dans les énergies renouvelables? Si on regarde les investissements mondiaux dans les énergies renouvelables, ils sont stabilisés depuis quelques années à 300 milliards de dollars. Donc ils ont beaucoup augmenté, ils ont été multipliés par 10 depuis les années 2000. Malheureusement, si on regarde dans le même temps, combien on investit globalement dans les énergies fossiles, vous avez une idée du montant? C'est 900 milliards de dollars qu'on dépense encore pour aller chercher du pétrole au large de la Guyane, en Amazonie, du gaz, du charbon, et pour transformer ces énergies fossiles en électricité. Donc ça veut dire que votre épargne, si elle est placée en action française, en action européenne, elle a 3 fois plus de chances de financer les énergies fossiles, les dérèglements climatiques que les énergies renouvelables. Et il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement de désinvestissement qui est parti d'une université américaine à Philadelphie et qui est parti de là-bas en 2008 et aujourd'hui qui fédère plus de quasiment 200 institutions à travers le monde, essentiellement des fondations, mais petit à petit il y a aussi des entreprises qui les rejoignent et qui s'engagent à retirer leur argent du secteur des énergies fossiles. Donc indirectement, à travers l'UMO, vous et moi, on peut aussi désinvestir de nos actions chez les producteurs de pétrole, les distributeurs de gaz, pour les investir dans les énergies renouvelables. Alors ce que je voulais vous demander, moi, c'est est-ce que ce modèle qui
qui est opérationnel, puisque vous construisez réellement des solutions de production d'énergie renouvelable. Est-ce que ce modèle, s'il se multipliait, pourrait se substituer à celui des géants de l'énergie, que sont EDF, Engie, pour parler que de la France, et pour aller vers ce que Rifkin appelait ce que proposait Jérémy Rifkin dans la troisième révolution industrielle, c'est-à-dire au lieu d'avoir des énormes unités de production d'énergie, nucléaire, thermique, etc., avoir au contraire des milliers de petites unités de production d'énergie qu'on met en réseau et qui fait qu'on peut après, individuellement, même être son propre producteur d'énergie. Alors, votre question, elle adresse deux secteurs. Le secteur financier, sur lequel je reviendrai dans un deuxième temps, parce que la fin de votre question porte plus sur l'aspect technologie, énergie décentralisée. L'intérêt des énergies renouvelables, en plus d'être renouvelables, de ne pas contribuer au changement climatique, c'est qu'on est sur des centrales de beaucoup plus petite taille. Si vous prenez une centrale nucléaire, c'est 1600 MW. Si vous prenez une centrale à gaz, c'est 500 MW minimum. Après, en dessous, c'est trop cher. Par contre, des projets d'énergie renouvelable, vous pouvez avoir des petites toitures solaires à 3 kg. Des grands parcs solaires, là, le plus grand parc solaire en France, c'est 300 MW, mais c'est exceptionnel. La taille d'un parc solaire, par exemple, on parlait de décharge tout à l'heure, un parc solaire sur une ancienne décharge, par rapport aux tailles des décharges, on est sur 5 MW à peu près. La moyenne des parcs éoliens qui sont installés aujourd'hui en France, c'est 15 MW. Donc on est sur des investissements qui sont, même si les énergies renouvelables, c'est très capitalistique parce que vous dépensez l'année 1 l'essentiel du coût de l'énergie pendant 20 ans, on est sur des budgets de l'ordre de, on va dire, quelques centaines de milliers d'euros à 12, 20 millions. Le plus gros projet qu'on a accompagné aujourd'hui, c'est 25 millions d'euros. Sur ces 25 millions d'euros, le porteur de projet, il en apporte que 20%. Donc il apporte que, entre guillemets, 5 millions. Alors on va prendre un parc un peu plus petit. On est sur des projets qui sont accessibles à l'épargne citoyenne. Là, je vois dans la salle, il y a des gens qui viennent d'Aigrefeuille. À Aigrefeuille, la communauté de communes a décidé de construire une toiture solaire sur son école de musique. Là, on est sur un budget de 25 000 euros, mais c'est complètement accessible à l'épargne des associations et des citoyens. Ce qui est positif aujourd'hui, c'est que depuis la loi sur la transition énergétique, les collectivités territoriales peuvent rentrer au capital de sociétés de production d'énergie. Donc aujourd'hui, on a des communes, des communautés de communes et des départements qui deviennent propriétaires d'un morceau de parc éolien, d'une éolienne, voire là, les porteurs de projets qu'on accompagne en Charente, c'est Qualitum, qui est le syndicat départemental de gestion des déchets. Et sur les anciennes décharges dans lesquelles on a mis pendant 25 ans des déchets, maintenant on a rebouché le trou, on a attendu que ce soit stabilisé et ils sont en train d'installer des parcs solaires. Et là, c'est Qualitum qui va être en partie copropriétaire de ces installations. Donc oui, la petite taille possible des énergies renouvelables fait qu'elles sont aujourd'hui accessibles à d'autres acteurs que les multinationales et qu'on peut imaginer une pluralité d'investisseurs. Alors dans la pratique, les multinationales sont encore les plus gros, c'est aussi les plus gros propriétaires d'installations renouvelables. Mais on peut imaginer que si tout le monde s'y met, on puisse distribuer un petit peu plus ces projets-là. Par rapport à la finance, on en est qu'au tout début. Le cadre réglementaire qui nous permet de travailler, il date de fin 2014. Donc c'est vraiment tout neuf. Le financement participatif, c'est plus 50% tous les ans, mais on est encore en millions et pas encore en milliards. Après, l'épargne, ce que chacun de nous on met de côté chaque année en épargne financière, donc vraiment en argent, pas dans l'immobilier, c'est 80 milliards chaque année. Et pour financer la transition énergétique, on aurait besoin de 5 à 10 milliards. Après, il y a d'autres chantiers, mais on voit que en potentiel, on pourrait le faire. Après, on est un pays très centralisé. L'exemple de l'Allemagne. Il y a la moitié à peu près des installations d'énergie renouvelable en Allemagne qui appartiennent aux citoyens et aux collectivités territoriales. Mais on est sur un paysage beaucoup plus décentralisé, déjà historiquement, avec des coopératives. Les banques sont des coopératives et les projets d'énergie renouvelable sont montés en coopérative pour la moitié d'entre eux. Il y a quelques exemples en France. Vous aviez parlé de oui. Alors là, ce sont des exemples historiques. En fait, la nationalisation de la distribution et de la vente d'électricité, elle date d'après-guerre, en 1946, quand on s'est rendu compte que les acteurs privés équipaient les grosses villes où la population était dense et où c'était rentable. On va rejoindre ce que disait Antonin tout à l'heure. Donc, dans les endroits où c'était rentable, on développait l'électrification. En revanche, dans les territoires ruraux, ils étaient un petit peu à la traîne. Donc là, l'État a dit on va nationaliser et puis avec l'argent qu'on gagne dans les villes, notre opérateur public va permettre d'électrifier les campagnes. À cette époque-là, il existait des départements, des villes qui ont souhaité ne
pas rejoindre l'organisme national, mais garder leur indépendance. Et on a la chance en Poitou-Charentes d'avoir le département de la Vienne, où le syndicat départemental gère les réseaux de distribution, la vente d'électricité, et aujourd'hui c'est doté d'un acteur qui commence à produire une partie significative de l'électricité consommée localement. On a la même chose en Deux-Sèvres, la ville de Strasbourg, la ville de Metz, la ville de Colmar. Voilà, on a quelques acteurs en France. Ça ne représente que 5% de l'électricité consommée et 3% du gaz consommé. Mais ça montre que c'est possible. Quelles sont les limites à votre modèle ? On en parlait, vous m'avez parlé de problème de financement, notamment l'organisation de la banque en France, et puis aussi la faiblesse de l'épargne dans les zones où vous intervenez. Oui, pour tempérer un peu mon propos optimiste, en fait, autour de certains projets éoliens, on s'est rendu compte que c'était pas aussi facile qu'on l'aurait souhaité de mobiliser l'épargne locale. C'était beaucoup plus facile à La Rochelle, par exemple. On a eu un projet sur la Palisse où là, on a bien réussi. Moi, je me suis rendu compte qu'en fait, l'épargne est très concentrée. En fait, on a 20% de la population qui détient 80% de l'épargne financière. Et qu'en général, dans les communes rurales, on est sur un public qui est plus endetté qu'en capacité d'épargner. Donc là, on rejoint un autre problème qui dépasse l'énergie, qui est plus la répartition des richesses et du patrimoine dans un pays comme la France, qui est pourtant pas un des plus inégalitaires, quoi. Donc ça veut dire que pour le financement, on reste quand même dépendant des banques, des grandes banques. Alors aujourd'hui, sur les projets qu'on accompagne, les banques restent partenaires. En fait, sur un projet d'énergie renouvelable, la banque, elle va prêter en général 80% du coût total du financement, et nous, on va venir sur la partie, ce qu'on appelle les fonds propres ou quasi-fonds propres, donc seulement sur 10% du montant. On est encore tout petit, donc c'est un démarrage. Vous observez de la part des banques, parce que on a vu, vous avez évoqué le mouvement Disinvestment, là, qui vise à sanctionner des banques qui investissent dans le fossile. Et donc, est-ce que vous sentez auprès des banques qui sont partenaires de vos projets plus d'appétence, plus d'intérêt, plus d'envie d'aller sur des projets renouvelables, ou c'est quelque chose pour lequel vous devez batailler Les énergies renouvelables, avec les mécanismes de soutien actuels, sont devenus un produit financier. Donc les beaux projets qui fonctionnent bien aujourd'hui n'ont pas de difficulté à se financer auprès des investisseurs et des banques. Un certain nombre de projets sont financés par les banques allemandes qui, elles, ont une demande de la part de leurs investisseurs et en plus ont des facilités parce que la KfW, prête aux banques allemandes à des taux très très bas si ces banques-là financent après des projets d'énergie renouvelable. Le souci aujourd'hui, il n'est pas en regard d'un manque d'investisseurs, on a encore besoin d'une volonté politique pour convaincre les élus, les territoires de développer les énergies renouvelables. Merci Marie-Véronique. Est-ce que vous voulez un petit mot de conclusion, Paul Jorion et Antonin, avant qu'on réponde aux questions de la salle ? Je voudrais volontiers faire un commentaire là sur ce qui vient d'être dit, sur le rapport entre les banques et la population, et surtout sur la concentration de la richesse. Vous le savez, on cite ce chiffre que l'organisation Oxfam fait circuler, de 8 personnes en ce moment qui détiennent un patrimoine équivalent à la moitié la moins riche de l'humanité, 3,7 milliards de personnes, ce qui est, il faut le dire le chiffre, je vais le dire parce que je m'étais trompé la première fois, 3,7 fois 1000 fois 1000 fois 1000 d'un côté et 8 personnes de l'autre. Si un extraterrestre venait parmi nous et qu'on lui montre ce chiffre, il saurait que le problème dans ces termes-là est insoluble, que le système est grippé. Pourquoi est-ce qu'il est grippé ? Parce que, par exemple, il n'y a pas dans la population en tant que telle suffisamment de demandes pour qu'on puisse investir toutes les sommes économiques qui sont disponibles pour produire plus de produits, parce qu'il n'y a pas une demande suffisante dans la population. Ce qui fait que ces gens extrêmement riches, les 20% qui sont mentionnés ici, ou les 8 que j'ai mentionnés tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils font pour essayer de protéger en tout cas leur fortune qu'on ne peut pas investir entièrement dans l'économie ? Ça donne à des activités spéculatives. Ces activités spéculatives, on l'a vu en 2008, ce sont des transactions qui créent un risque là où il n'existait pas, donc ça crée du risque systémique, et le système ne peut que s'effondrer de temps à autre.
Quand dans les années 2009-2010, on a dit aux banques françaises, on va vous demander de constituer des réserves supplémentaires pour empêcher le risque qu'on a vu lors de l'effondrement. Ils ont dit, oui, mais si on doit constituer des réserves supplémentaires, vous compreniez bien qu'on va pas pouvoir prêter à la population, à l'économie, aux petites entreprises, aux particuliers, les sommes nécessaires. Ce raisonnement était absolument de mauvaise foi, puisque 50% des prêts qui sont consentis par les banques en France vont à des activités de type spéculatif et ne vont absolument pas dans l'économie. Quand je parle de soliton, c'est parce que le problème de l'environnement, pas dans ce cas-ci la complexité, mais le problème de l'environnement et le problème du système financier que nous avons sont des choses qu'il faut résoudre ensemble. Si on raisonne en termes de la finance telle qu'elle fonctionne, avec sa prétention à ce que les règles morales ne s'appliquent pas à elle, parce que la rationalité économique, ça n'a rien à voir avec la morale, c'est un système, la logique, la philosophie qui se trouve derrière notre système financier, c'est une logique qui correspond à des populations beaucoup plus faible que celle que nous avons maintenant. Elle n'est pas compatible avec les 7 milliards de personnes à la surface de la Terre. Et ça, il faut le savoir. On ne peut pas résoudre les problèmes d'environnement sans résoudre en même temps le paradoxe et le fait que le système se grippe par une trop mauvaise redistribution de la richesse, par une concentration que, comme on le sait, que l'impôt et la redistribution liée à l'impôt ne permet pas, parce que, nous le savons, les personnes qui disposent beaucoup d'argent sont des personnes qui ont aussi de l'influence sur les décisions qui sont prises et qui arrivent toujours quand on essaie d'introduire un système de redistribution qui soit meilleur, arrive toujours à ce qu'on détricote très rapidement les mesures qui ont pu être prises. Antonin ? Moi, je voulais réagir en fait sur le chiffre qui a été donné de 1000 milliards encore aujourd'hui d'investissement qui est fait dans les énergies fossiles. Et ça montre en fait que le problème, c'est pas tant de trouver de l'argent pour investir dans les projets par exemple d'énergie renouvelable, mais bien de réorienter les investissements qui aujourd'hui sont faits dans les énergies fossiles, dans les énergies sales vers les énergies propres. Et du coup ça change aussi la dynamique par rapport à ce que j'expliquais au départ. Il ne s'agit pas forcément de mettre des taxes ou des prix, mais bien d'essayer de changer les comportements d'allocation notamment de l'épargne. Donc ça veut dire qu'il faut travailler aussi sur cette question-là. Et effectivement, je pense que des projets comme celui que vous faites vont dans le bon sens pour aider à réorienter l'épargne vers des activités au service de la population et au service du climat. Merci. Vous voulez dire un mot ? Oui, j'ai été vite tout à l'heure en vous disant que les banques, elles finançaient tout. Les petits projets dont je vous parlais, là, les petits projets en toiture, ils sont moins rentables et ceux-là, on est obligé de les financer sans les banques. Donc il y a le projet Aigrefeuille, il y a un projet à Sainte-Soule, un projet à Saint-Georges-du-Bois, j'en oublie un, à Nieul-sur-Mer aussi, en ce moment. Très bien. Alors la parole est à vous. Là, je suppose que vous avez plein de questions à poser à nos intervenants. Donc il y a des micros là dans la salle. Et puis, comme je vois des personnes dans la salle, quand on parle d'épargne, nous, on propose de l'épargne dans les énergies renouvelables. Il y a aussi l'association Terre de Liens, moi, qui est la première forme d'épargne alternative que j'ai découvert, qui achète des terres pour installer des jeunes ou moins jeunes agriculteurs qui n'ont pas de terre. Oui, ils étaient là, présents l'année dernière au festival. Des questions ? Monsieur, là-bas ? Et je me rends compte en vous écoutant qu'il n'y a pas de secteurs qui sont déconnectés les uns des autres. En réalité, tout est lié. L'économie, l'écologie. Et j'étais stupéfait de constater, c'est pour ça que je rejoignais les propos du premier intervenant, de constater hier soir en regardant Thalassa qu'il y a des campagnes apparemment qui sont, je ne sais pas quand elles ont commencé, de pêche. Je vous dis ça parce que je suis relativement actif, c'est chez Sea Shepherd, de pêche du krill. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, au moment où on parle, il y a des compagnies qui s'estiment de leur bon droit de commencer à pêcher le krill, qui est une ressource extrêmement importante pour la biodiversité marine à plein d'échelles différentes. Elles le font à une échelle qui est, à proprement parler, insensée, avec des bateaux-usines. Et tout ça est, validé par quelqu'un qui, à l'intérieur d'un bateau-usine, se dit du développement durable
et prétendument surveillent les ponctions sur la ressource. En réalité, ils ont inventé des chalutiers qui pompent ni plus ni moins le krill. Et moi, je suis assez pessimiste également, parce que je me rends compte qu'il y a énormément de bonne volonté, mais que dans le même temps, c'est ça qui est assez schizophrène en fait comme situation, dans le même temps où on parle, la machine économique qui régit tous ces comportements et toutes ces prises de décision à très court terme finalement, ne tient strictement aucun compte de toute la connaissance et de son accessibilité en permanence maintenant par les nouvelles technologies, à laquelle on est tous capables de faire référence aujourd'hui. Et c'est ça qui est stupéfiant, c'est que dans le même temps où la planète entière prend conscience du problème, tout en se définissant comme la cause du problème de fond, ça continue. En fait, c'est un des rames de notre culture, et le problème a déjà été posé il y a 25 siècles par Platon, quand dans La République, et aussi dans une lettre qu'il a écrite à certains de ses amis, il dit qu'il n'y a pas de communication, malheureusement, entre le savoir que nous avons et les décisions que nous prenons. Et il constate déjà, vous savez comment il le formule, c'est la formule sur le philosophe et le prince, où il dit non pas que le philosophe devrait conseiller le prince, mais il le formule de cette manière suivante: il faudrait soit que les philosophes deviennent princes, soit qu'un prince qui devient prince devienne automatiquement un philosophe. Et nous n'avons dans notre histoire que deux exemples, Julien le philosophe, appelé aussi Julien l'apostat, et Marc Aurèle. Donc les exemples sont extrêmement peu nombreux. Mais il semble que dans la manière dont nous organisons nos sociétés, il y a des connexions en grande partie avec vis-à-vis de la production du savoir. C'est ce que je disais tout à l'heure, imbécile d'un côté et génie de l'autre, et qui fait qu'il n'est pas irréaliste de dire, comme M. Martin Ries, que les deux resteront déconnectés et que nous continuerons à être des génies de la technologie, peut-être encore de plus en plus rapidement, mais que nous n'arriverons pas, par l'entente entre nous, à résoudre les problèmes. Et nous le savons. Ce système de concentration de la richesse dont je parlais tout à l'heure, nous ne l'avons jamais résolu de manière rationnelle. Nous l'avons toujours résolu par la destruction. Ce sont les guerres qui nous permettent de remettre les compteurs à zéro, de détruire la richesse des plus riches et de repartir à partir de ça. Quand on dit les 30 glorieuses, c'est quoi les 30 glorieuses? C'est d'une part du pétrole extrêmement bon marché, et c'est aussi la reconstruction. Dans les périodes de reconstruction, nous devenons très riches et nous disons voilà, c'est comme ça que ça peut marcher. Et puis après, nous recommençons une guerre. Malheureusement, dès qu'un problème a l'air un petit peu compliqué, nous recourons à la guerre comme le moyen de le résoudre. Il y a déjà des films de science-fiction dans les années 50 qui nous disaient que le jour où les ordinateurs prendront eux-mêmes les décisions, peut-être que la rationalité viendrait et que peut-être on éviterait les guerres. Vous savez sans doute, c'est un film, je crois, qui s'appelait Colossus, où au moment où les Russes et les Américains veulent lancer la guerre, les deux ordinateurs qui communiquent empêchent la guerre d'avoir lieu. Est-ce que vous pensez que la mise en place d'une pensée apocalyptique peut aider à y voir un peu plus clair dans un monde où on n'a jamais tant vu... La question s'adresse aux deux, d'ailleurs. Où on a tant vu de technostructures à l'avant-garde, ingénieurs, techniciens, polytechniciens, etc., qui sont capables de trouver des solutions à nos embarras provisoires. Je rappelle que la pensée apocalyptique a été rayonnante il y a 2000 ans. Ça n'a jamais trop produit grand-chose. Et qu'un des rares philosophes qui est passé à l'action s'appelle Karl Marx, qui au demeurant a toujours une analyse assez exacte sur le capital, n'a pas produit que des bonnes choses. Donc le mélange philosophie-économie, il faut faire très attention. Par contre, comment se fait-il que, je pense à l'école des mines, sûrement pas par hasard, il n'y ait pas davantage d'ingénieurs, de techniciens, la technostructure, puisque ce sont eux qui dirigent un petit peu nos pays, ne pensent pas à essayer d'y voir un peu plus clair dans l'évolution entre autres de l'humanité, mais de nos sociétés industrielles. Je vais répondre. Peut-être juste un truc que je rappellerai, c'est que dans votre livre, à un moment, vous citez Lamarck en 1820. Et je ne vais pas lire toute la citation, mais je vais juste simplement lire la dernière phrase. En 1820, Lamarck, il écrivait, en parlant de l'homme, on dirait qu'il est destiné à s'exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable. Oui, il y a deux signes.
Et en fait, il ne cite pas l'Apocalypse selon Saint Jean, qui est effectivement une date de 2000 ans. Non, et le fait qu'il y ait eu de la pensée apocalyptique à toutes les époques ne dit rien dans un sens ou dans l'autre sur sa pertinence maintenant. Non, il faut poser la question, comme je l'ai dit, en termes d'anthropocène, c'est une bonne approche, mais aussi de capacité de charge de notre espèce. Nous rendons notre environnement impossible, vous connaissez ce chiffre. Nous utilisons chaque année 1,6 planètes en termes de renouvelabilité, de durabilité, etc. Ce chiffre, on ne peut pas continuer éternellement. Bien entendu, ça va à sa fin. Et quand on fait des projections, et les projections ne datent pas d'aujourd'hui, c'est le rapport Meadows en 1970 qui a commencé à nous montrer que nous arrivons en fin de course et que comme toute espèce, nous arrivons à un moment, toute espèce de type colonisateur, parce qu'il y a dans d'autres espèces, il y a des mécanismes de fertilité qui dépendent de la densité. Ça, c'est très intéressant. Ou quand l'espèce est très très peu nombreuse, par exemple, certains poissons vont produire beaucoup d'œufs, et quand la densité augmente, le nombre d'œufs va baisser. Donc il y a une adaptation, si vous voulez, automatique. Mais nous ne sommes pas comme cela. Nous ne sommes pas que de ce type-là. Et donc il faut absolument que nous en tenions compte. Et si nous arrivons, c'est pas une question, je dirais, de type de représentation ou de personnalité, qu'il y aura des gens qui auraient envie de voir les choses de manière plus pessimiste ou optimiste. J'ai la chance que les gens, bien que mon discours soit vraiment lancé une alerte, me disent qu'en fait il est optimiste et qu'on se demande un peu pourquoi éventuellement il est aussi optimiste que cela. Mais c'est parce que je crois que nous avons la possibilité, si nous le voulions, de faire communiquer pour la première fois, mais ça devient urgent, les décisions qu'il faut prendre avec la réflexion que nous avons. Parce que nous savons quel est le problème. Nous savons que 8 personnes ayant autant de ressources que 3,7 milliards, que ce n'est pas possible, qu'on ne peut pas faire fonctionner un système sur cette base-là, nous le savons, mais la difficulté, c'est que nous ne voulons pas prendre les mesures qu'il faut pour un changement de cap. Et c'est lié, je crois, à notre difficulté à nous projeter 3 générations, c'est pas beaucoup. Nos arrière-petits-enfants, si nous en avons, il y a peut-être des gens ici dans la salle qui en ont. Voilà, ce sont des gens que nous connaissons déjà, qui vont se poser, qui vont, si nous ne changeons pas de cap, se trouver confrontés à des problèmes de survie à proprement parler. Moi, je crois que la question que vous posez est extrêmement importante et qu'il faut distinguer 2 choses sur la pensée apocalyptique. Il faut distinguer ce qui est de l'ordre de l'analyse de la situation. Est-ce que la situation est grave au point de compromettre effectivement peut-être la survie de l'espèce humaine, ou en tout cas la survie dans des conditions acceptables de l'espèce humaine. Et là, je rejoins totalement Paul Jorion pour dire qu'effectivement le niveau de diagnostic est avéré et donc est assez grave. Mais il faut distinguer cette question de l'analyse de la situation du discours politique qui doit être porté. Et je pense que le discours politique catastrophique, et c'est peut-être là où on aurait une divergence, je ne sais pas, mais le discours politique catastrophiste, en fait, je pense, ne porte pas ses fruits. Et depuis les années 70, depuis la thématique des limites, imposer des limites sur de la société, par exemple, donc des limites écologiques à la société et au développement, ça a un effet plutôt repoussoir sur la population. Alors, peut-être pas sur vous qui êtes là et qui êtes peut-être convaincus déjà par l'urgence des problèmes, mais sur les personnes qui ne sont pas dans cette salle, qui sont ailleurs dans La Rochelle aujourd'hui, eh bien, je pense que parler à ces personnes-là en termes uniquement catastrophiques, ça permet pas de les faire changer aussi, et accentuer beaucoup plus l'aspect de transformation et les bénéfices qu'il y aurait à faire cette transformation, c'est-à-dire en quoi est-ce que la transformation de nos vies va correspondre à quelque chose de positif pour nous et pas seulement pour les limites de la planète. Je pense que c'est plus important d'aller dans cette direction-là que d'insister sur la catastrophe, même si la catastrophe effectivement est là. Oui, mais est-ce que c'est pas... je vais vous donner la parole là, parce que vous écrivez... Finalement, on veut bien sauver la planète à condition que ça nous rapporte. Donc quand on est dans la minimisation... Quand on dit il ne faut pas de discours catastrophiste parce que ça va démobiliser les gens, et alors on veut dire vous allez voir, vous allez y trouver avantage, finalement on arrive aux solutions aux fausses solutions dans lesquelles on est, où on veut bien faire des choses tant que ça nous rapporte. Mais si on regarde le problème de l'automobile, Paul Jorion, vous me disiez, finalement, je vous objectais que d'aller dans une autre planète, ça va prendre un temps fou par rapport aux limites qui nous sont imposées. Et vous me disiez, mais est-ce que vous croyez que le passage des gens de l'automobile au vélo, ça va pas prendre un temps fou non plus? Donc c'est un peu ça. Est-ce qu'il ne faut pas être coercitif? Dire les choses telles qu'elles sont vraiment, c'est pas être catastrophiste, c'est être lucide, et puis ensuite prendre des mesures qui peuvent être coercitives.
Je vais dire que le livre où je prends un ton un petit peu catastrophiste, c'est le numéro 18 dans la série de ceux que j'ai écrits, et dans les 17 premiers, il n'est pas question de ça. C'est un petit peu, je dirais, un constat aussi de l'absence de résultats, de présenter les choses calmement aux gens. Il faut peut-être taper un petit peu du poing sur la table pour dire oui, maintenant, les choses se posent, le problème se pose, mais de manière absolument urgente, et on ne peut pas continuer comme ça à imaginer en fait toujours qu'il y aura quelqu'un quelque part qui s'occupe du problème et qui connaît déjà la solution et qui va la mettre en œuvre, ou alors, comme c'est une solution quand même que nous avons adoptée au niveau de nos grandes civilisations, c'est de dire, même si ça ne marche pas dans ce monde-ci, tout ça s'arrangera plus tard dans un autre monde ailleurs, et que donc il y a une certaine démobilisation liée à cela. La prochaine fois, peut-être que j'adopterai un ton moins catastrophiste, si on veut, si je m'aperçois que le dernier qui s'en va, éteint la lumière, n'a pas eu de résultat du tout. J'attends beaucoup de la traduction chinoise, qui doit sortir en octobre, pour voir si là-bas, et j'ai le sentiment que là-bas, le fait même qu'il y ait un intérêt pour un livre de ce type-là, il y aura peut-être un autre type d'approche, ne serait-ce que parce que le fait que la population chinoise a dû consentir des sacrifices énormes au XXe siècle, que cette idée que l'aventure se terminerait bientôt est peut-être quelque chose qu'ils ne veulent pas envisager et prendront les mesures telles qu'il faut. Je ne suis pas le seul auteur à me demander s'il n'y a pas un espoir quelque part du côté de la Chine. Madame Oreskes et Monsieur Conway, qui ont écrit un livre que vous connaissez certainement, qui s'appelle Les marchands de doute, sur la manière dont l'industrie parvient à essayer de fausser le discours scientifique, pas seulement sur le climat, mais sur le trou dans la couche d'ozone, sur les pluies acides, etc., etc. Quand on leur demande de se projeter dans l'avenir, ils le font à partir d'un survivant de notre espèce qui se trouve en Chine, parce que la Chine aurait pris les mesures qu'il faut. On a vu la Chine prendre des mesures quand ils ont décidé de limiter la natalité. C'est quelque chose qui nous a choqués en Occident, mais ça me fait penser à ce que vous disiez, il y a des espèces qui s'auto-limitent en termes de fécondité. Les Chinois l'ont fait. Oui, et puis une anecdote, j'ai des amis, c'est des gens que je ne connaissais pas, mais qui avaient aimé une remarque que j'avais faite sur la Chine et qui sur mon blog, écrivent des papiers sur la Chine. Ils sont allés l'année dernière, donc c'était en 2016, ils sont allés faire un voyage d'études en Chine sur la pollution en Chine. La première destination, c'était la ville la plus polluée en Chine, et ils sont arrivés dans une ville où il y avait le ciel bleu, parce qu'on avait planté 2 millions d'arbres sur les 5 dernières années. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont résolus, mais au moins qu'on les prend au sérieux, et que, parce que c'est un régime autoritaire, il faut bien le dire, parce que ce n'est pas un régime démocratique non plus, on peut très rapidement changer de cap. Ce que je dis là n'est pas un message positif par rapport aux démocraties ou à l'absence de démocratie, mais ça attire sur notre attention sur ce qui a été dit. C'est que le jour où nous aurons une prise de conscience, il sera peut-être tellement tard que seuls des régimes autoritaires pourront prendre en temps utile des décisions qu'il faudra prendre. Et là, il faut que nous y pensions tout de suite. D'autres questions? Oui. Je vais poser une deuxième question, si vous permettez. Devant l'évolution, est-ce que vous ne pensez pas finalement que l'intelligence, au sens où nous l'entendons de manière commune, n'est pas devenue, une petite merveille dans le domaine de la cupidité ou dans le domaine de l'accumulation, et que finalement notre espèce paye un lourd tribut à ce qui nous reste du cerveau reptilien, qui est un cerveau qui se contente de l'appétit à court terme et de la satisfaction à court terme, et qu'il semblerait qu'on ait un petit peu de mal à évoluer et à passer ce cap du reptilien. Ben oui, ce que vous dites là rejoint évidemment ce que j'ai dit sur les limitations qui sont les nôtres en tant qu'être humain. C'est le psychanalyste Jacques Lacan qui avait attiré l'attention que ce que nous appelons le caractère attachant ou parfois attendrissant de l'être humain est essentiellement lié quand on l'examine, à des effets de ratage. C'est parce que nous n'arrivons pas exactement à faire ce que nous voulons faire
que nous pouvons éventuellement être attendrissants. Et c'est pour ça que, malheureusement, la machine qui peut être plus calculatrice, mais qui peut aussi, si nous la codons, si nous la programmons pour faire des horreurs, peut être à la fois très dangereuse, mais peut-être aussi plus raisonnable que nous. Il est malheureux, et ça, vous le savez, il y a un mouvement, une pétition qui circule, à laquelle j'ai signé, bien entendu, lancée par des gens comme M. Stephen Hawking, M. Bill Gates, etc., pour essayer de faire que ce ne soit pas, dans la plupart des pays, que ce ne soit pas le militaire qui décide de l'avenir de l'intelligence artificielle. Malheureusement, c'est le cas en Chine, malheureusement, c'est le cas aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que ce sont les personnes qui ont des budgets et qui voient les avantages immédiats d'utiliser les nouveaux perfectionnements dans l'amélioration, si vous voulez, de l'être humain, mais aussi dans l'utilisation des robots. C'est l'année dernière que pour la première fois on utilisait un robot pour tuer une personne, pas un drone dirigé à distance, mais on a tué quelqu'un qui menaçait une foule ou qui avait pris des gens en otage. On l'a tué par un robot. Mais je sais que c'est là que la recherche a lieu et ce n'est pas récent. Quand moi-même je travaillais en intelligence artificielle dans les années 87 à 90, je croyais, comme les membres de mon équipe, que nous travaillions en fait pour British Telecom qui nous réglait les chèques qui nous étaient versés, mais en réalité on nous a dit en 90 que c'était l'armée, mais qu'on nous l'avait caché parce que nous étions des gens qui n'aurions pas accepté de travailler par l'armée, ce qui était vrai sans doute pour la quasi-totalité d'entre nous. Il faudrait que tout cela revienne. Je vais utiliser une phrase, une expression qu'on n'utilise plus, pour le bien de l'humanité, plutôt qu'une fois de plus dans le cadre de la guerre, qui est notre manière simpliste de régler les problèmes. Oui, non, je voulais rebondir un peu sur cette question, parce que la manière dont vous avez de poser le problème en termes de cerveau reptilien, c'est quelque chose qui serait lié en fait intrinsèquement à la nature humaine, à la façon dont l'homme est fait. Enfin, c'est comme ça en tout cas que je l'ai interprété, alors que je crois que les conditions dans lesquelles nous sommes là ne sont pas liées directement à la nature humaine, mais bien aux conditions économico-politique dans lequel on est. Et c'est bien un problème, non pas de nature humaine, éternelle, qui serait héritée d'une évolution biologique très longue. Celle-là, on ne peut pas faire grand-chose à faire avec. Et ce qu'il s'agit de changer, c'est bien le système économico-politique qui, depuis au moins la révolution industrielle, nous entraîne à prendre de plus en plus de ressources à la nature sans se soucier des conséquences. Donc à mon avis, c'est ça le vrai problème, c'est la question qu'on a dit de distribution des richesses qui bloquent effectivement les évolutions, beaucoup plus que la manière dont notre cerveau est bâti, à mon sens. Il y a une étude qui a été produite par des gens sérieux, par des mathématiciens, des physiciens. C'était en 2011, c'était à l'Institut Polytechnique de Zurich. Et pour la première fois, il y a une étude qui a été faite en ignorant les frontières nationales. C'est-à-dire qu'ils ont fait une étude véritablement à l'échelle de la planète, à l'échelle du système mondial qui est le nôtre. Et ils ont mis en évidence la concentration, non pas de la richesse, mais la concentration du pouvoir au niveau des transnationales. Et ils ont montré que 140 entreprises représentent 40% de la richesse du monde. Si on double le chiffre, on arrive à 70%, mais que le nombre de personnes, le nombre des décideurs qui se trouvent en arrière-plan de cela, par la participation de personnes à plusieurs conseils d'administration, est encore plus petite. Alors, et dans ces 140 entreprises qui dirigent le monde, si on peut dire, 50 d'elles sont, et je crois qu'il y en a 48 parmi les 50 premières, sont des banques. Alors, comment pouvons-nous, en tant que citoyens, comment pouvons-nous influer le comportement de la compagnie Goldman Sachs, par exemple, ou de la banque Citicorp, etc. Moi, je ne vois pas. Si, je peux, en tant que citoyen, essayer d'intervenir, par exemple, dans les chroniques économiques que je fais dans le monde, essayer d'intervenir à ce niveau-là, d'une certaine manière, éclairer, démonter les mécanismes sur lesquels elles prennent des décisions. Par exemple, je vais poser une question. Il y a un élément très important qui est très simple, qui modifie entièrement, qui donne sa forme entièrement à l'économie telle qu'elle est. C'est la définition purement comptable qui dit qu'un salaire est un coût pour l'entreprise,
alors que la distribution de bonus et la distribution de dividendes aux actionnaires sont des parts de bénéfices, et que comme chacun sait, les bénéfices, il faut les faire monter, et les coûts, il faut les faire baisser. C'est absolument arbitraire, ça représente simplement un rapport de force au sein de notre société qui fait que nous avons accepté que les choses soient écrites de cette manière-là. Ça a, comme vous le savez, une influence considérable, c'est un des éléments déterminants du fait que de la concentration de la richesse. Or, une modification de ces règles-là est décidée uniquement par un organisme qui s'appelle IASB, dont le siège social est dans l'État de Delaware aux États-Unis. Comment voulez-vous que par une action individuelle de citoyens au niveau de la vie de tous les jours, nous puissions avoir une influence à ce niveau-là? Il faut que nous ayons une influence au niveau de nos parlementaires, au niveau de nos gouvernements, que eux tapent du poing sur la table et en disant il faut que la définition des règles comptables revienne dans le giron du système démocratique. Moi, je ne vois pas, à part signer des pétitions, à part écrire des lettres aux journaux et des choses de cet ordre-là, intervenir comme on peut comme citoyen, intervenir à un niveau qui serait simplement de modifier ma propre vie quotidienne. Je ne vois pas quelle influence ça pourrait avoir là-dessus. Je pense qu'il y a quand même des capacités d'action. On a ouvert cette séquence par une série d'interventions faites à La Rochelle avec des gens qui parlaient de le petit geste qu'ils faisaient, et chacun a évoqué, ou la plupart des gens ont parlé du tri des déchets, sans doute parce qu'ils le font quotidiennement. Et ça, c'est vrai que c'est un petit geste qui n'a pas forcément changé grand-chose, et par rapport à l'action que peuvent avoir des multinationales, c'est effectivement très faible. Mais il y a des choses qui peuvent paraître des petits gestes qui en fait sont des grands gestes, et le plus symbolique de cela, c'est le fait de prendre l'avion. Si vous prenez l'avion ou pas, ça fait une différence énorme en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc le premier des gestes à faire si on se soucie du changement climatique, c'est de ne pas prendre l'avion. Et ça, personne ne nous oblige à prendre l'avion. On ne va pas dire que ce sont les multinationales qui nous obligent à prendre l'avion. Donc il suffit de ne pas prendre l'avion, c'est finalement, parmi tous les petits gestes que vous pouvez faire, ce sera celui qui aura le plus gros impact. Oui, là. Oui, moi je voulais revenir sur la vision de l'action citoyenne. Depuis une quinzaine d'années, vingtaine d'années que je m'intéresse de très près à l'écologie, je vois monter la prise de conscience. On parlait beaucoup dans les années 2000, puis en 92, puis dans les années 2000, il faut faire confiance aux citoyens. Je pense que maintenant, la conscience, elle est là. Je vois dans les discussions qu'on peut avoir, dans les actions qui sont faites, effectivement, dont parlait monsieur, les circuits courts, l'intérêt pour une agriculture locale, bio, etc. Je pense que la prise de conscience est là. Parallèlement, plus la prise de conscience s'étend au niveau citoyen, plus je constate qu'au niveau des comportements, effectivement, des multinationales et des grandes puissances économiques, on a une arrogance et un sentiment d'impunité totale qui s'accroît. Et c'est ce que disait Eri De Luca, que le capitalisme s'est affranchi du sentiment de l'utilité. Voilà, donc il y a ces tensions-là, et dans ces tensions-là qui est notre actualité, notre présent, effectivement, je ne suis pas sûre qu'une dictature écologique soit la solution, puisque le problème ne vient pas des citoyens, le problème vient d'une domination et d'un processus qui effectivement s'est enclenché depuis le début de l'ère industrielle, depuis plus de 150 ans, 200 ans. Voilà, donc c'était juste pour dire, je ne suis pas sûre que la dictature soit la solution, même si certains puissent le penser comme ça, quoi. Je citerai juste, hier, Valérie Cabanès, qui était là, a cité un chiffre que je ignorais totalement, pour aller un peu dans le sens de monsieur, que 65% de la production alimentaire mondiale était faite dans de l'agriculture non industrielle. Et ce qui laisse à penser que ça ne minimise pas du tout l'étau et la main de fer qui tient l'économie que vous décrivez, mais ça prouve que sur les 2/3 de l'alimentation mondiale, on est dans un domaine qui échappe un peu à ce système. Donc c'est quand même un point d'appui et un levier qui peut être très puissant. C'est pour Mme Gauduchon. Je voudrais savoir si vous avez une visibilité ou si les citoyens peuvent faire un choix sur le réseau de distribution vers lequel l'électricité produite pourrait être dirigée.
Est-ce que les projets, également deuxième question, est-ce que vous avez déjà accompagné des projets sur des installations agricoles? Et troisième question, y a-t-il une surface minimale d'installation? Alors, je vais essayer de ne pas oublier. En fait, le réseau de distribution, c'est un réseau géographique, donc ça dépend où se trouve le projet. Les projets qui sont en Deux-Sèvres, dans les zones rurales, ce sera sur le réseau de distribution du syndicat départemental. La même chose pour la Vienne. Actuellement, on n'a plus de projet en Deux-Sèvres. Il y aura un projet éolien dans le nord du département, à Thouars, on va dire fin du printemps, début de l'été. Je veux bien que vous répétiez les questions. Je suis désolée, je n'ai pas pris de notes. Une surface minimale d'installation? Alors pour les projets, là les plus petits projets qu'on accompagne, aujourd'hui on s'est limité soit à des projets de taille significative, soit à des projets portés par les communes. Et là en fait on est obligé de jongler avec les mécanismes de soutien qui aujourd'hui font qu'on arrive à développer et à rentabiliser sur 15 ans les projets, c'est les 9 kilos, donc ils sont d'une surface 50 à 60 mètres carrés. Après c'est pas nous qui faisons les études là, sur ces petits projets, c'est le CRER, le Centre régional pour les énergies renouvelables, et on s'est restreint pour l'instant volontairement à des projets sur des bâtiments communaux, pas sur des bâtiments privés. Les projets agricoles qu'on a pu accompagner, c'était par exemple Cergy, qui est la SEM du département de la Vienne, qui avait loué les toitures de l'exploitant agricole pour une durée de 25 ans. En revanche, je vous parle d'un projet de méthanisation aujourd'hui dans le sud de Sèvres, qui est porté par un groupement d'agriculteurs. Donc, pourquoi pas? Voilà. En fait, aujourd'hui, la société de consommation a tout fait pour parcelliser les pouvoirs de décision, l'individualité. On s'adresse aux consommateurs et c'est parce que je suis moi que je peux consommer. C'est parce que tu es toi que tu consommes autre chose. Donc la question aujourd'hui est bien de sortir de la posture qu'on nous impose. Et lorsqu'il est dit que tel acte ne sert à rien, non, il ne sert à rien. Il ne sert à rien, sauf quand il est multiplié par 100 millions, il sert à quelque chose. Quand aujourd'hui, les 4 grandes surfaces principales disent on veut mettre de l'agriculture biologique dans nos surfaces, c'est pas pour répondre à la question écologique, c'est qu'ils constatent une baisse ou une stagnation de leur progression. Ils ne parlent même pas de leur chiffre d'affaires, mais de leur progression. Donc la question est bien de savoir en quoi l'individualité qui nous est imposée par le système de consommation peut se transformer à travers l'action collective sous la responsabilité individuelle en action de classe. Et la notion de classe est celle qui doit aujourd'hui nous faire réentendre les fameux tous ensemble, mais qui nous ont amenés dans des impasses parce qu'elles se posaient des questions de consommation, des questions de salaire, des questions de retraite, qui ne sont pas les questions que l'individu se pose ou doit se poser pour la survie de l'humanité. Et puis, sur la question des fameux consultants qui sont les économistes, on rappellera juste que la question des chiens de garde est toujours d'actualité et que ces gens-là sont là aujourd'hui pour occuper une place qui empêche la pensée collective de se développer. Et c'est à chacun d'assumer sa responsabilité dans la pensée. Et vous avez tous travaillé ensemble dans ce sens-là aujourd'hui et on en est tous très contents. Sauf qu'il faut arriver à ce que cette pensée collective se traduise en acte collectif, donc en acte de classe. Oui, moi je voudrais revenir sur les aspects catastrophistes qu'on évoquait tout à l'heure. Je suis professeur des universités. On ne peut pas répondre à des jeunes en étant catastrophiste, c'est absolument impossible. Il faut leur raconter avec solennité ce qui se passe, quel monde on leur a préparé, quelle est la position. Et ici, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui discutent depuis tout à l'heure avec nous. Ils ont des solutions différentes. Et je vais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Je suis d'accord avec vous sur quel moyen a-t-on d'intervenir auprès de ces gens que vous évoquiez. C'est un peu secondaire aujourd'hui, je crois. Il faut effectivement un mouvement global de la société. Je ne crois plus au monde politique, mais il y a un mouvement effectivement actuel de la société. Je l'ai vu à Rio en 92, où il y avait des chefs d'État. On l'a perdu un petit peu en 2012. Il y a un mouvement de la société civile aujourd'hui qui veut effectivement faire changer le système. Edgar Morin disait en 2012, il dit finalement, si on voit la situation comme on l'a évoqué tout à l'heure, le probable, il est assez catastrophique. Il est que nous allons vers l'abîme. Heureusement, il ne s'arrête pas là. Il dit souvent dans l'histoire de l'humanité, en fait, ces aspects-là, ce probable ne s'est pas produit. C'est ce qu'on fait en ce moment, tous ensemble. Moi, je crois encore qu'on peut éviter ce probable qui nous est promis. Et on joue à tous les niveaux. Revenons au monde agricole que vous évoquiez. On oublie tous les petits paysans dans le monde. L'agriculture mondiale, elle n'est pas le fruit de grandes sociétés en fait capitalistes avec de l'intensif, avec des OGM dans des coins particuliers. C'est autre chose que ça. Je reviens tout à l'heure, on attaquait un peu les ingénieurs en disant finalement, vous vous préoccupez de high-tech. Il y a un mouvement d'ingénieurs bretons en ce moment qui s'appelle la low-tech. On a fait un tour du monde. On est allé voir tous les gens dans le monde qui ont inventé des technologies fabuleuses qui marche très bien. Il nous faut de l'ingénierie de haut niveau pour pouvoir le mettre ça en application à grande échelle. C'est génial. On fait des frigos sans courant électrique, par exemple. Donc je pense qu'il y a un espoir quand même de recherche technologique un petit peu différente. Et moi, je suis tout à fait ce que disait Antonin tout à l'heure. C'est
une réponse de la société civile, collectivement, qui permettra de combattre ces gens qu'on évoquait tout à l'heure. Sinon, si on ne fait rien, on les laisse faire, et c'est terminé. Je ne crois pas. Moi, je me bats pour autre chose. Je pense qu'il faut qu'on donne de l'espoir. Je pense surtout aux jeunes, surtout, qui sont avec nous. Ils nous posent des questions en permanence, tous les jours. Et ce n'est pas le transhumanisme qui va répondre. Ce n'est pas la géo-ingénierie qui va répondre. Ce n'est pas non plus le créationnisme qui revient en ce moment. En ce moment, il y a des gens qui parlent de flat earth. Ça revient à la Terre plate. On nous dit finalement, la Terre est plate. Donc je pense qu'il y a un vrai combat social que tous ensemble, on doit mener. Si on n'est pas capable de le prendre, et je suis entièrement d'accord avec notre ami, il fallait commencer hier, il faut commencer tout de suite là, je pense qu'il y a encore des chances de faire quelque chose. Il faut tuer cette économie capitaliste qui consiste à faire du profit en détruisant la nature ou en la surexploitant. Bon, je crois que c'est une belle conclusion. Vous voulez répondre? Non. Moi, je voudrais faire un commentaire sur ce que M. Offon a dit et en le connectant à l'ouvrage qui a été écrit par Antonin. Il y a une responsabilité de la science économique dans la situation dans laquelle nous sommes. J'ai fait allusion tout à l'heure à ce qu'on appelle les anticipations rationnelles. Antonin fait allusion à quelque chose sans avoir prononcé l'expression qui est l'efficience du marché. Il y a encore une autre notion et qui rejoint ce que vous avez dit, monsieur Offon, c'est la science économique actuelle a inscrit comme son principe fondamental ce qu'elle appelle l'individualisme méthodologique et qui est une manière comme une autre de nier le fait que le collectif soit important. Parce qu'elle dit, ce principe d'individualisme méthodologique, qu'il n'y a pas d'effet collectif qui soit distinct de la collection des individus, qu'il n'y a pas dans une foule autre chose simplement que des individus qui sont rassemblés. Et c'est une manière comme une autre d'essayer de disqualifier le discours de « nous pouvons tout faire ensemble ». Dernière remarque, quand on introduit, ça paraît souvent anecdotique, mais c'est essentiel, quand on introduit le système des stock options, c'était une manière, c'était fait délibérément, ça a été fait par la compagnie McKinsey, délibérément pour aligner les intérêts des dirigeants d'entreprise avec celui des actionnaires, parce que jusque-là, il y avait trois parties dans une entreprise, les salariés, la direction et les investisseurs, et la direction et les investisseurs n'étaient pas nécessairement d'accord parce que ce qu'une partie recevait, l'autre ne le recevait pas. On l'a fait, c'était en 1975, délibérément aligner les deux parties qui étaient déjà les plus fortes contre la troisième. Il faut faire revenir effectivement le collectif. Bon, merci beaucoup à tous.